Il est clair que depuis ce colloque, on a très clairement perçu la complexité des processus de réconciliation. L'on sait par ailleurs aujourd'hui que ces derniers ne peuvent se limiter à des décisions d'ordre politique, à des traités par exemple qui viendraient sceller l'amitié recouvrée entre deux pays. La réconciliation est au contraire un processus dynamique qui implique la participation des sociétés, c'est-à-dire, au fond, de toute une série d'acteurs. Sur ce point, de nombreux travaux, des recherches importantes ont placé la focale sur le rôle des acteurs de la société civile qui sont essentiels. Et dans cette communication, il s'agira de s'intéresser à d'autres types d'acteurs, un peu singuliers, les chambres de commerce et d'industrie. Ces chambres de commerce et d'industrie font partie de ce qu'on appelle des corps économiques intermédiaires. Elles représentent en fait, auprès des autorités publiques et politiques, les intérêts des entreprises industrielles et commerciales de leur circonscription, qui est une circonscription locale, régionale. Et donc, vous le voyez, les chambres de commerce se trouvent en quelque sorte à l'interface de l'économique et du politique. La focale sera placée pour cette contribution sur les relations qui se tissent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale au milieu des années 60 entre des chambres de commerce frontalières françaises et allemandes, Mulhouse, Colmar et Strasbourg en Alsace, ainsi que Metz en Lorraine pour la France, Fribourg, Stuttgart, Karlsruhe pour le Bade-Württemberg et Saarbrück pour la Sarre en Allemagne. Sur cet espace frontalier, la question de la réconciliation entre chambres se pose clairement au sortir de la guerre. D'abord parce que, vous le savez, l'essentiel des coopérations économiques, mais aussi des tensions, des enjeux entre Français et Allemands, se déroule, se pose, se concentre sur cette bande frontalière. Ensuite, parce que les relations entre ces compagnies sont anciennes et elles sont ponctuées de très nombreuses tensions, notamment à partir des années 30, pour ne parler que de l'histoire récente, si on se place en 1945. La réconciliation entre ces institutions consulaires suscite toute une série de questions. A-t-elle vraiment eu lieu, d'abord? A-t-elle été pensée en tant que telle? Et dans l'affirmative, s'est-elle opérée au même rythme que la réconciliation, par exemple, d'acteurs étatiques ou d'autres acteurs économiques? Quelles motivations ont sous-tendu cette réconciliation? Le pragmatisme qui fait qu'on ne peut pas se passer de l'autre? Ou des questions peut-être davantage morales, des projets plus constructifs? Enfin, le processus de réconciliation peut-il être considéré au mi-temps des années 60, soit 20 ans après la fin de la guerre, comme un processus abouti, ou du moins mis en place, calé? La thèse défendue ici est que le processus de réconciliation entre ces chambres a connu des paliers successifs, mais que ce processus est resté fondamentalement fragile parce qu'il a d'abord constitué une réponse à des dynamiques exogènes, extérieures, et parce qu'il a ensuite été tributaire de toute une série de contraintes internes et externes. Dans cette communication, 3 temps seront successivement évoqués, l'immédiate après-guerre, 3 temps qui constituent des unités, des éléments stables, l'immédiate après-guerre, les années 50 jusqu'à la signature du traité de Rome, qui constitue un tournant, et puis les débuts de la construction économique européenne dans les années 60. Dans l'immédiate après-guerre et jusqu'à la création de la République fédérale d'Allemagne, les relations entre institutions consulaires, françaises et allemandes, sont asymétriques. L'Allemagne, vous le savez, est occupée. Les territoires frontaliers, le Bade, la Sarre, le Palatinat, font partie de ce qu'on appelle la zone française d'occupation et sont sous domination française. Les relations économiques et commerciales frontalières pâtissent beaucoup de cette situation dans l'après-guerre. Les Alliés ont en effet interdit à l'Allemagne d'avoir des relations commerciales directes avec l'étranger. Or, pour le Bade, pour le Palatinat, pour l'Alsace, pour la Sarre, pour la Moselle, ces échanges de part et d'autre de la frontière qui sont interrompus étaient essentiels. Ces territoires
que l'histoire a fait passer sous la domination française ou allemande sont sur le plan économique extrêmement interdépendants. Et le relèvement de l'Alsace, de la Moselle, n'est pas concevable après 1945 sans l'apport d'un certain nombre de biens manufacturés allemands, de pièces de rechange, de machines. Ce relèvement n'est pas non plus concevable sans des exportations à direction des provinces allemandes, le Bade par exemple, ou la Sarre, des exportations de produits agricoles, de textiles, qui sont donc également importantes pour le relèvement du côté allemand. Alors pour répondre à ces besoins qui paraissent entravés, les chambres de commerce d'Alsace et de Moselle prennent très précocement, en 1946, une initiative. Elles décident de créer un office de compensation qui s'appelle l'Office de compensation des chambres de commerce du Rhin, l'OCCC, et de la Moselle, pardon. Elles mettent ainsi en place un système de clearing avec les chambres de commerce allemandes qui permet de satisfaire les besoins des deux côtés, des deux partenaires, sans contrevenir aux règles interalliées. Au sein de l'Office, et c'est là où on arrive à des éléments de réconciliation intéressants, les chambres allemandes sont d'abord dans une position subalterne, de soumission. Mais dès 1948, un bureau de compensation des chambres de commerce badoises est créé. L'accord de clearing devient dès lors, 1948, de façon précoce, paritaire. Les chambres de commerce des deux côtés du Rhin se trouvent sur un pied d'égalité. Et après la création de la République fédérale d'Allemagne, donc quand la souveraineté allemande est recouvrée, eh bien ces chambres travaillent de concert, et souvent contre les autorités de leurs deux États respectifs, au maintien de ces échanges spécifiques à la frontière. Alors que vous le savez, à partir de 1948 et surtout dans les années 50, toute une série d'accords de commerce généraux régissent les échanges franco-allemands. On le voit donc, dans l'immédiate après-guerre, la reprise des relations entre chambres est rapide. Elle obéit, on le comprend aussi aisément, à des motivations avant tout économiques, à l'intérêt bien compris de chacune des parties prenantes. Reste que l'impression qu'on a d'une réconciliation précoce est un trompe-l'œil. D'abord parce que les chambres françaises n'ont octroyé à leurs homologues allemandes des droits et des prérogatives identiques aux leurs que sous la pression d'événements extérieurs. Pour le dire vite, les Français ne peuvent plus empêcher la rétrocession de responsabilité aux Allemands de leur zone d'occupation, alors que les Anglo-Américains accélère la constitution d'un État allemand à l'ouest. Et puis cette réconciliation apparente, eh bien, n'est ensuite pas possible, et c'est là la raison essentielle, parce que les chambres françaises, au sortir de la guerre, n'ont pas véritablement désarmé moralement. Elles ne se sont pas démobilisées culturellement. Elles entendent au contraire profiter de la victoire alliée et de l'affaiblissement de l'Allemagne pour gagner la paix, si j'ose dire, c'est-à-dire imposer leur vue à des Allemands qui sont en position de faiblesse. À Strasbourg, la Chambre de commerce compte annexer le port de Kehl en 1945, et ce jusqu'en 1949, pour tuer à l'avenir toute concurrence du port de Kehl, géré par une chambre de commerce allemande, celle de l'Aar. À Metz, la compagnie consulaire s'oppose bec et ongle au rattachement économique et monétaire de la Sarre à la France, parce qu'elle y voit un moyen pour la Sarre et sa chambre de commerce, pourtant alors française, de se reconstruire plus vite que la Moselle et de se poser en intermédiaire obligé entre la France et la République fédérale d'Allemagne pour les relations économiques. Bref, vous le voyez, la reprise des relations d'affaires entre chambres est au rendez-vous, rapidement, mais elle ne correspond nullement à l'annonce d'un processus de réconciliation. Les choses changent dans un deuxième temps, dans les années 50. Dans les années 50, le contexte évolue rapidement. Les relations franco-allemandes s'assainissent en parallèle des premières initiatives européennes et dans un contexte de guerre froide qui amène les Européens occidentaux à se regrouper. Les chambres s'inscrivent clairement dans ce mouvement. Le long du Rhin, elles adhèrent d'abord à une union des chambres de commerce rhénanes créée en 1949 qui vise à fédérer la politique des chambres de l'Ouest européen. Elles nouent également, et c'est nouveau, des contacts directs entre elles. Et leur participation à cette union des chambres de commerce rhénanes, comme leurs relations directes, sont l'occasion
de nouvelles formes d'échange, échange d'informations, mise au point de projets de coopération. Lors des visites qui sont organisées, des voyages d'études qui sont menés, des rencontres, le climat a fondamentalement changé. Les discours des édiles consulaires sont empreints d'optimisme pour l'avenir. L'heure est à l'Europe, à la création d'un marché européen propice à l'établissement de relations fructueuses entre compagnies. Il s'agit de rompre avec le passé, de mettre un terme à la méfiance qui règne, de se tourner résolument vers l'avenir et de promouvoir diverses formes de coopération dans un cadre fondamentalement européen. Bref, les responsables des chambres disent la réconciliation, ils la proclament, ils la construisent, ils la fondent aussi, vous l'avez compris, sur l'oubli du passé, sur l'amnésie, et ce, avant même qu'elle n'existe réellement. C'est qu'en effet, dans les années 50, les obstacles à cette volonté de réconciliation sont toujours importants. Il y a d'abord la résurgence des rancœurs liées au passé. Contrairement à ce qui est proclamé, le passé ne passe pas. En Alsace comme en Moselle, les édiles consulaires ont du mal à oublier le rôle de leurs homologues badois et sarrois pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont expulsé les Français, qui ont pris leur place dans les chambres, qui les ont germanisés, nazifiés. Et puis, en filigrane, après la Deuxième Guerre mondiale, et toujours dans les années 50, certains dirigeants consulaires, en Moselle surtout, considèrent que les Allemands n'ont au fond pas changé, que la mentalité nazie imprègne toujours une série de décideurs, que la volonté de domination allemande est patente dans les relations économiques. Il y a ensuite, à côté de ce passé, les difficultés à travailler ensemble lorsqu'on y parvient. Les relations directes entre chambres sont ponctuées de malentendus, de problèmes de compréhension, souvent liés à des cultures administratives différentes, à des façons de travailler et des formes de sociabilité discordantes. Les différences interculturelles, vous le voyez, freinent donc sérieusement les rapprochements. Il y a enfin, et c'est essentiel pour la réconciliation, le manque, voire l'absence de confiance dans le partenaire. Et ce manque de confiance revient souvent dans les échanges. En France, par exemple, on reproche aux Allemands de masquer leur volonté de domination par des discours de coopération renforcée. En Allemagne, on dit des Français qu'ils glanent volontiers des informations des Allemands, lorsqu'il s'agit par exemple d'aménagement du territoire, mais que de leur côté, ils rechignent à en donner. Alors, si la réconciliation, jusqu'au milieu des années 50, est donc clairement affichée, on voit qu'elle peine, en tout cas dans certains cas, à dépasser l'ordre du discours. Et là encore, les années 60 constituent un dernier palier. Dernier palier, pourquoi ? Parce qu'avec la signature du traité de Rome, la réconciliation entre compagnies frontalières entre dans une nouvelle phase, dans un nouveau contexte. Ce contexte, il est ici déterminant. La création de la communauté économique européenne, qui prévoit l'abaissement et puis la disparition totale des barrières douanières, conduit les compagnies frontalières, qui seront donc les premières impactées par ces mesures, à essayer de trouver des solutions en commun. Les chambres font également partie de diverses institutions de coopération transfrontalière qui voient le jour à partir du milieu des années 60. Beert Wassenberg en a parlé tout à l'heure, la Regio Basiliensis, la communauté d'intérêt Moyenne-Alsace-Brisgau, les débuts de Saar-Lorlux. Et elles apprennent, dans ce cadre, à travailler ensemble. Elles observent également le développement des jumelages entre villes frontalières, et y sont particulièrement sensibles. C'est le cas, par exemple, pour Strasbourg et Stuttgart en 1962. Et dans ce contexte européen, les chambres frontalières essayent de se rapprocher davantage. Elles veulent harmoniser leur politique. Il s'agit en particulier de développer en commun désormais des infrastructures de transport, de coordonner un certain nombre d'initiatives, par exemple dans le domaine du tourisme, pour éviter des concurrences nuisibles. Et puis, surtout, pour essayer de mettre en œuvre cette réconciliation, les chambres de commerce créent de nouvelles structures, mettent au point de nouveaux vecteurs. Je voudrais en citer deux qui me semblent essentiels dans cette communication. En 1959, deux chambres, celles de Colmar et de Fribourg, décident de se jumeler.
Ce jumelage permet un renforcement des échanges d'informations qui sont désormais institutionnalisés. Il permet aussi une coordination des politiques consulaires avec le souci commun de réalisation pratique, par exemple la construction de ponts. Il est aussi le gage d'une entraide effective entre les chambres, c'est-à-dire que chacune d'elles intervient à partir des années 60 auprès de sa propre administration pour lever les barrières, les obstacles qui existent. Ce jumelage doit beaucoup, deuxième idée sur le jumelage qui me semble importante, à des personnalités, à des acteurs, à des médiateurs. Ici, on peut relever le rôle des secrétaires généraux, c'est-à-dire ces permanents des chambres qui ont œuvré à la signature de ce jumelage, mais aussi à sa mise en œuvre effective et à son efficacité. Et puis, ce qui est intéressant avec ce jumelage, c'est qu'il répond à des motivations qui relèvent désormais de projets concertés et qui sont élaborés en commun, plutôt que, comme c'était le cas au départ, en 1945, à la juxtaposition d'intérêts particuliers. À côté de ce jumelage, les chambres, d'autres chambres, celles de Stuttgart et de Strasbourg, prennent une autre initiative qui est symboliquement très forte. En 1963, elles entament un rapprochement dans le domaine de la formation professionnelle dont elles ont la responsabilité. Et 2 ans plus tard, après avoir échangé sur les différences, les rapprochements, les possibilités de travail qui existaient, elles lancent, en 1965, un programme binational de formation pour diverses formations professionnelles. Et en 1968, elles sautent à nouveau le pas et proposent un système d'examen commun. Évidemment, cette coopération en matière de formation professionnelle est l'occasion d'échanges nourris entre des centaines de formateurs, des centaines de jeunes. C'est aussi et surtout une manière claire de tabler sur l'avenir, élément essentiel de la réconciliation, en impliquant dans le processus de nouvelles générations. Il n'en reste pas moins, là encore, que le processus de réconciliation consulaire est fragile. Et dès la fin des années 60, les chambres sont victimes du différentiel économique qui se creuse de part et d'autre du Rhin et qui se caractérise par le décrochage de l'Alsace et de la Moselle par rapport aux régions voisines, du Bade-Wurtemberg, surtout de la Sarre, un peu moins. À ce moment-là, d'autres préoccupations mobilisent les chambres. Il y a le développement, l'envol du travail frontalier, c'est-à-dire du départ des Français vers l'Allemagne. Il y a la concurrence allemande qui paraît difficile à tenir. Et puis la présence allemande en Alsace, en Moselle, qui s'accentue avec une emprise foncière forte, des implantations industrielles. Bref, vous le voyez, la situation est délicate. Dans ce cadre-là, eh bien, les initiatives qui avaient été prises sont revues à la baisse. Le jumelage est mis en sommeil pendant une dizaine d'années, jusqu'au début des années 1980. Et la coopération sur le plan de la formation professionnelle est aussi revue à la baisse. Finalement, on trouve que les spécificités nationales l'emportent sur la volonté de coopérer ensemble. Et puis, dernier élément, la crise de 1973 fait qu'on revient à des politiques de sortie de crise qui sont davantage nationales que concertées. En conclusion, 3 éléments me semblent importants. D'abord, la question de l'évolution de ces relations. On voit bien qu'il y a 3 temps. Un premier temps, au fond, de reprise des affaires, très précoce, qui est classique pour les milieux économiques, mais qui ne s'accompagne pas du tout d'une volonté de réconciliation. Dans un deuxième temps, les années 50, une réconciliation affichée, proclamée, voulue, mais qui peine à entrer dans le quotidien. Puis un troisième mouvement dans les années 60, où de premières réalisations tangibles sont palpables. Deuxième élément de la conclusion, le rôle des impulsions extérieures. On voit ici qu'il est central. L'évolution des rapports franco-allemands explique en partie les initiatives des chambres, l'évolution européenne, le développement de la coopération transfrontalière. Et puis, dernier élément, sur lequel je n'ai pas beaucoup pu parler, parce que ça aurait été trop long, c'est de pointer le fait qu'entre ces chambres, il faut souligner des situations extrêmement différenciées. D'une chambre à l'autre, les choses changent. Entre l'Alsace et le Bade, la coopération, la réconciliation est plutôt facile. Entre la Moselle et la Sarre, le poids du passé, les récriminations, les rancœurs sont lourdes et du coup,
les réconciliations semblent plus difficiles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.